Bonjour à tous. À la une, au moins 30 000 personnes vivent dans des conditions difficiles à Mweso. Ces déplacés ont quitté Kichanga en proie à la violence du mouvement rebelle M23 soutenu par le Rwanda. Au total, c'est près d'un demi-million de personnes qui ont fui la guerre depuis l'agression du pays. Nous serons en ligne avec un membre de la société civile dans la région. Et après Indaba Mining en Afrique du Sud, Félix Tshisekedi a rencontré ce vendredi le président comorien Azali Assoumani à Moroni. Au menu des échanges, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et l'agression du pays par le Rwanda. Le sport, coup dur pour le football congolais. Les stades des Martyrs de Kinshasa et Kibasa de Lubumbashi n'ont pas été homologués par la CAF. Selon la Confédération africaine de football, les installations sanitaires, les zones de compétition, celles des médias et les installations médicales doivent être modernisées. Et en culture, la RDC célèbre ce week-end les 40 ans de la disparition de Joseph Athanase Kabasele Chamala, dit Grand Calais. Un grand hommage lui sera rendu justement par le gouvernement ce samedi. Et la Sokoda est un nouveau PCA en la personne de l'homme de la Saint-Valentin et membre fondateur du groupe musical Wenge BCDG, Blaise Boula. Est-il l'homme de la situation et saura-t-il rassembler les artistes congolais? L'auteur de Baliangando est l'invité de ce journal. Bienvenue dans ce journal, madame, monsieur. On ouvre avec la visite du chef de l'État aux îles comoriennes. Félix Tshisekedi a été reçu par son homologue Azali Assoumani. Les deux chefs d'État ont abordé les questions importantes de coopération entre la RDC et le Comore et surtout la question sécuritaire dans l'est du pays. Le président comorien sera le prochain président tournant de l'Union africaine. À quelques jours avant l'ouverture du sommet des chefs d'État de l'Union africaine, qui se tiendra du 18 au 19 février à Addis Abeba, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé à Moroni ce jeudi. Il s'agit d'une visite de courtoisie. Le chef de l'État Azali Assoumani est le prochain président de l'Union africaine. Son homologue de la RDC a préféré venir lui rendre visite et échanger sur les sujets majeurs du continent avant le sommet. La visite permettra de renforcer la coopération entre les deux pays. Il s'agit d'une visite de travail de 24 heures. Le président Félix Tshisekedi s'est entretenu avec son homologue comorien sur plusieurs sujets de coopération entre les deux pays, mais aussi et surtout la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Une situation de guerre menée par les M23 soutenue par le Rwanda. Il faut rappeler que le président Félix Tshisekedi a dirigé l'organisation continentale en 2021 dans une période difficile marquée par la Covid-19. Les Comores et la RDC ont de bonnes relations et les deux chefs d'État se connaissent bien. Il s'agit de la deuxième visite intercomorienne d'un chef d'État du continent, un après celle de l'actuel président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall. Je le disais, les déplacés des Mweso en provenance de Kichanga vivent dans des conditions difficiles. Actuellement, alertent les organisations non gouvernementales. Ces personnes ont fui la violence du groupe rebelle M23 soutenu par l'armée rwandaise. Placide Akiza, membre et président de la société civile de Kichanga qui séjourne à Mweso, décrit le manque criant d'eau potable et une carence totale de nourriture, justement, ainsi que des médicaments. Il en appelle aux autorités de Kinshasa d'agir rapidement pour éviter les maladies hydriques et autres catastrophes sanitaires. Monsieur Aziza est avec nous. Bonjour, Monsieur Aziza. Que se passe-t-il exactement au camp des réfugiés, des déplacés de Mweso? La population mène une vie de vaches sont dans des situations vraiment très précaires, de façon que, du point de vue alimentaire, il n'y a rien à manger. Même si l'eau est là, mais ils ne trouvent pas de l'eau potable. Et là, du point de vue sécuritaire, certains passent la nuit à la belle étoile, ils n'ont rien à manger, rien à boire, et passent quelquefois la nuit à l'extérieur. Pas seulement à Mweso, nous avons des villages environnants comme Mouyi, comme Mouhongozi,
Kanyangoe. Donc il y a une grande population qui n'est pas soutenue par le gouvernement central et surtout que le bombardement continue jusqu'à présent. Non, moi ce n'est pas en M23 et d'ailleurs le village de Mongozi qui est à proximité de Mouesso est encore occupé par nos forces armées de la République. Mais aussi il y a un petit village du nom de Kihira, toujours entre les maîtres de nos éléments FARDC. Et là, même si la vie est très difficile de la population, mais nos éléments tiennent fort là-bas. Placide, avez-vous un déplacé sur place avec vous là? Oui, il a passé le téléphone. Mubaya sana. Maisha hakuna chakula, hakuna kila kitu chote. Papa journaliste, nous n'avons rien ici. Si le gouvernement ne fait pas quelque chose, nous allons mourir avec nos enfants. Je suis mère de 6 enfants. La vie est trop dure ici. Voilà, c'était depuis Mouesso, un témoignage pris à chaud comme ça au téléphone par le président de la société civile des Kichanga qui séjourne à Mouesso, Placide Akiza. Le mouvement national congolais et la génération positive exigent des obsèques et des enterrements dignes et honorifiques des compatriotes tués par les éléments de la MONUSCO à Kinyaruchinya, au nord de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Ces mouvements citoyens appellent la MONUSCO à indemniser les familles des victimes. Le président de la génération positive, Jimmy Ndiali, est joint au téléphone par Rodrigue Mumbere. C'est pas la première fois que la MONUSCO tire sur les civils. Il y a un peu longtemps, vous le savez très bien, à Goma, il y avait eu des manifestations exigeant le départ de la MONUSCO, vu son mandat inoffensif et donc considéré d'inutile par la population. Il y a eu des échauffourées, il y a eu des manifestations dans lesquelles la MONUSCO a tiré sur plusieurs civils et dont nous avions eu à enterrer à Goma une dizaine. Et ces gens-là ont été enterrés à Macao et jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu de la part des Nations Unies ou de la MONUSCO une sorte d'indemnisation, de dédommagement des familles de ces victimes. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, la MONUSCO vient de tirer sur d'autres civils. La population manifeste leur ras-le-bol. On l'a déjà dit et on ne le dira pas assez, qu'il n'y aura plus de cohabitation possible entre la population du Nord Kivu et la MONUSCO. C'est ce qui s'est passé bien évidemment à Kanyaruchinya avant-hier lorsque la MONUSCO voulait passer avec des chargements suspects, avec des conteneurs on ne sait pas remplis de quoi. Et la population, les réfugiés qui sont à Kanyaruchinya ont trouvé cela suspect. Et ils ont arrêté les camions pour vérifier. C'est du contrôle citoyen, c'est patriotique, c'est normal vu que nous savons que la MONUSCO a toujours été aux côtés des rebelles pour pérenniser l'instabilité dans notre région de l'Est. Et voilà donc la MONUSCO, au lieu facilement de montrer à la population ce qu'il y avait ou de les expliquer, leur dire qu'il n'y a rien de grave, elle a décidé de tirer directement. C'est tracer la route par des balles réelles et tirer sur la population. On déplore 8 morts aujourd'hui. Et tension entre Kinshasa et Kigali, le porte-parole du gouvernement a expliqué pourquoi Kinshasa a publié un communiqué après celui du sommet de Bujumbura. Il réagissait justement aussi à la dernière sortie médiatique de Paul Kagame alors qu'il recevait le corps diplomatique à Kigali. Selon Patrick Muyaya, le président rwandais tient des propos pour essayer de justifier son agenda caché qui vise à maintenir l'Est de la RDC dans l'instabilité pour lui permettre de continuer le pillage. On l'écoute. À la réunion de Bujumbura, on devait faire le point à la demande du président Ndayishimiye de la situation sur terrain qui s'est dégradée. Je vous épargne de détails que vous avez tous suivis et qui avait besoin de refaire le point pour être sûr quel est le degré d'application ou de respectabilité du communiqué de Luanda. Malheureusement, les communiqués qui est ressorti de la réunion, je ne pense pas que ma mémoire me trahisse, nulle part on ait fait mention du communiqué de Luanda. Et je pense l'avoir dit dans les briefings de lundi qu'avec les secrétariats techniques de l'EAC, nous avons eu le même souci lorsque nous étions au sommet consultatif des chefs d'État à Sharm el-Sheikh.
À l'occasion, c'est le Premier ministre qui représentait le Président de la République. Au terme de la rencontre, il y a un communiqué qui doit être lu et qui doit être avalisé par toutes les parties. Et donc, il y avait un besoin de relecture parce que la partie congolaise, représentée par le vice-premier ministre Lutundula, avait fait remarquer qu'on ne pouvait pas faire un communiqué après une réunion comme celle-là sans s'y référer au schéma des départs. Parce qu'aujourd'hui, il existe une feuille de route pour régler les problèmes à l'est de la République démocratique du Congo. Je pense qu'il y a eu besoin de faire cette précision. C'est ce qui a été fait par le vice-premier ministre Lutundula. Et donc, nous en tenons à ce schéma-là et cela devait être rappelé. Pour ce qui concerne les propos du président Kagame, c'est du classique. Tous les propos qu'il tient, c'est pour essayer de justifier son agenda caché qui vise à maintenir l'Est de la République démocratique du Congo dans l'instabilité pour lui permettre de continuer les pillages. Et dans l'actualité également, le chef spirituel de l'église kimbangiste a été empêché de quitter Kinshasa jeudi alors qu'il devrait répondre à une invitation du président congolais Denis Sassou Nguesso. Eugène Diomi Ndongala s'était exprimé publiquement à ce sujet, condamnant ce comportement vis-à-vis d'une aussi importante personnalité pour le pays. Les raisons de cet incident ne sont toujours pas connues, mais selon les dernières informations, Papa Simon Kimbangu Kiangani a finalement obtenu l'autorisation de quitter le pays. Le chef spirituel de l'église kimbangiste, son éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, devrait se rendre à Brazzaville sur invitation du président Denis Sassou Nguesso et des fidèles de Brazzaville qui l'attendaient au bûche de Brazzaville. Et nous avons été surpris d'apprendre une triste nouvelle, c'est-à-dire l'interdiction qui a été donnée au chef spirituel de l'église kimbangiste de pouvoir vaguer librement à ses occupations en se rendant à Brazzaville. C'est pourquoi, en tant que notable Congo, en tant que leader politique Congo, en tant que leader politique national de ces pays, nous dénonçons cela énergiquement et nous attirons l'attention du chef de l'État garant des institutions et des bons fonctionnements de notre pays, de toutes les institutions. À ce titre-là, il doit trouver une solution rapidement quant à cette question et essayer de remédier à cette situation vraiment néfaste par rapport à l'image des services de sécurité quant à ce digne fils du pays qu'est son éminence Simon Kimbangu Kiangani, qui devrait librement se rendre à Brazzaville, à qui on a empêché la sortie du pays sans un motif préalablement notifié, sans une raison apparente, sans vraiment autre forme de procès. On lui a dit simplement de ne pas voyager et de rentrer chez lui. Donc cela vraiment nous a indignés énormément. Et nous sommes vraiment touchés dans notre amour propre pour ce pays, le combat que nous avons mené d'établir un état de droit dans ce pays, et nous déplorons ce genre d'ajustement. L'absence des panneaux de signalisation dans certains coins de la ville de Kinshasa constitue un véritable casse-tête pour la circulation routière. Cette situation est préjudiciable pour les usagers de la route. Les conducteurs se plaignent notamment des tracasseries policières consécutives au non-respect de signalisation, pourtant inexistence. Décryptage de Crispin Timikoufwa. Des véhicules qui roulent presque à 10 km par heure à cette intersection du centre-ville de Kinshasa. C'est devenu le quotidien des conducteurs dans la capitale congolaise. La plupart des routes de Kinshasa n'ont pas de panneaux de signalisation. Une situation qui rend la conduite délicate et occasionne plusieurs accidents. Parce que place il y a pour stationner, ils a bien signifié. Les conséquences sont nombreuses. Il n'y a pas d'endroit pour stationner, il n'y a aucune indication pour la circulation des véhicules, des piétons avec les risques de les tamponner. Dans la plupart des milliers à Kinshasa, il n'y a pas de panneaux signalisation et cela profite aux agents de roulage qui arrêtent arbitrairement les chauffeurs. Trop souvent, alors que la majorité Ce manque de signalisation ne pénalise pas seulement les conducteurs des véhicules, mais aussi les piétons qui ont souvent des difficultés pour traverser les grandes artères de la ville. À la Commission nationale de prévention routière, on explique l'absence de panneaux sur certaines artères de Kinshasa par le manque de moyens et l'incivisme des Kinois. Certains panneaux sont cassés nuitamment et emportés pour d'autres usages que la signalisation. Plusieurs fois, on a remarqué, vous implantez
pour des raisons d'ajustage d'une porte, un ajusteur vient voler la nuit. Là, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Il y a même des conducteurs qui font les accidents sur des panneaux de signalisation. Nous voyons même des pasteurs qui envoient leurs fidèles pour mettre le message de campagne sur le panneau de signalisation. Selon la Commission nationale de prévention routière, rien que pour la ville de Kinshasa, il faut plus de 15 000 panneaux pour couvrir tous les réseaux routiers de la capitale. Un travail d'implantation des nouveaux panneaux a commencé depuis des semaines. Plus de 1000 panneaux doivent être installés à travers la capitale. C'est l'actualité en Afrique déjà. Les ministères des Affaires étrangères du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso se sont rencontrés jeudi 9 février à Ouagadougou. Les échanges se sont soldés par une déclaration par laquelle les trois pays en transition ont décidé de mutualiser leurs efforts. Le chef de la diplomatie des trois pays ont demandé également aux organisations sous-régionales et régionales de revoir leurs copies relatives aux sanctions. Le sujet, comme la réussite des processus de transition pour un retour à l'ordre constitutionnel, la promotion de la bonne gouvernance et la mutualisation des moyens pour relever les défis sécuritaires, économiques et humanitaires ont fait l'objet des échanges. Les ministres des Affaires étrangères des trois pays attendent faire de l'axe Conakry-Bamako-Ouagadougou le moteur du développement de leur pays. C'est à partir de Conakry que les deux autres pays souhaitent s'approvisionner en hydrocarbures, énergie électrique et autres produits de grande consommation. Sur les plans sécuritaires, les trois pays ont relevé la nécessité de conjuguer leurs efforts et ceux des pays de la sous-région, tout en encourageant la recherche de la solution endogène aux défis auxquels leurs pays sont confrontés. Les ministres ont réaffirmé leur engagement à examiner tout partenariat qui respecte leur souveraineté et répond aux besoins de leur population. Pour ce faire, ces trois pays réitèrent leur attachement au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Les Mali, le Burkina Faso et la Guinée appellent à la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'Union africaine. Ils demandent aux deux organisations un appui technique, financier, concret et conséquent pour soutenir les efforts de sécurisation et accompagner les processus de retour à un ordre constitutionnel. Et dans le monde toujours, prenons les derniers bilans du séisme qui a secoué la Turquie et la Syrie. Actuellement, on parle de plus de 21 051 morts, dont 17 674 en Turquie et 3 377 en Syrie. L'OMS estime que 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, dont environ 5 millions de personnes vulnérables, et redoute une crise sanitaire majeure qui causerait encore plus de dommages que le séisme. Les sports à présent. Plusieurs zones du stade des Martyrs doivent être modernisées. L'architecture globale du stade Kibassa et l'absence d'autres exigences ne sont pas à la hauteur des normes requises pour accueillir des compétitions internationales CAF de type A. Voilà les raisons qui font à ce que les deux stades ne soient pas homologués par la CAF. Pour les interclubs de la CAF, Vita Club, DCMP et Lupopo ont jusqu'à demain samedi pour choisir un autre stade qui répondrait justement aux normes pour accueillir leurs matchs à domicile. C'est une nouvelle qui vient en plus de plonger le football congolais dans l'abîme. La Fédération congolaise de football association de la non-homologation du stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa et du stade Frédéric Kibassa Maliba à Lubumbashi. Cela découle de la visite d'inspection effectuée la semaine dernière par les inspecteurs de la CAF à Kinshasa et à Lubumbashi. Selon le rapport de la CAF, plusieurs zones du stade de Martyrs doivent être modernisées, à savoir les installations sanitaires, la zone de compétition, celle de médias et les installations médicales. L'organe fêtier du football africain déplore également le manque de sécurité à l'extérieur du stade et un entretien environnemental qui ne rassure pas pour l'organisation des rencontres dans la soirée. Conséquence, le stade de Martyrs n'est plus approuvé pour accueillir les matchs de haut niveau de la CAF. Quant au stade Frédéric Kibassa Maliba, situé à Lubumbashi, la CAF n'a pas octroyé d'homologation malgré les travaux engagés au stade par les autorités, notamment les vestiaires pour les équipes qui ont été faits dans les normes et sont modernes. Une salle de conférence de très bonne qualité, mais à ce jour, estime la CAF, l'architecture globale du stade et l'absence d'autres exigences ne sont pas à la hauteur des normes requises pour recueillir les compétitions internationales CAF de type A.
Seul le stade TP Mazembe de Lubumbashi a été approuvé pour une utilisation dans toutes les compétitions de la CAF avec des remarques mineures qui doivent être mises en œuvre dans la période à venir. La conséquence directe, c'est que le club congolais engagé en compétition interclub de la CAF, dont Vita Club, Desampe et Lupopo, ont jusqu'à samedi 11 février pour choisir chacun un autre stade qui répond aux normes pour accueillir leur match à domicile. Même chose pour les Léopards de la RDC qui sont appelés à livrer ailleurs leur match des éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, Côte d'Ivoire 2023. La Fédération congolaise de football association a jusqu'au 16 février prochain pour désigner un autre stade. Face à cette situation, il y a lieu de se poser des questions sur l'expertise de ceux qui ont effectué ce travaux de réhabilitation de ces stades qui ont coûté des sommes colossales à la République. Et dans l'actualité sportive, toujours, c'est depuis hier que Trésor Mputu a mis fin à sa carrière après avoir marqué le football congolais et africain avec son talent éblouissant. Durant sa carrière, Mputu Mabi Trésor a gagné 2 Ligues des Champions, une Coupe de la Confédération, 2 Supercoupes, 7 trophées de la Ligue nationale de football et plusieurs autres prix individuels. C'est une page de l'histoire qui se tourne pour Mputu Mabi Trésor. À 37 ans, l'un des meilleurs joueurs africains décide de fermer les linteaux de sa carrière sur gazon. Le stade qui exulte! Surnommé Touré Agaga par ses fans, Trésor Mputu a laissé des traces indélébiles sur la sphère du football congolais, mais aussi du continent avec de buts somptueux et passes des classes mondiales. Déjà, lors de la saison 2005-2006, Mputu Mabi était au peloton de buteurs de championnat national avec 15 réalisations dans son compteur. Plusieurs passionnés du ballon rond voyaient en lui un avenir radieux et l'un des piliers de l'équipe nationale lors de la CAN 2006 en Égypte. C'est au sein du tout-puissant Mazembe Englebert que Trésor va étaler son ingéniosité en 2007 où il sera plébiscité meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 9 buts avant de remporter ses trophées en 2009 et 2010 et gagner le premier sacre du championnat d'Afrique des Nations avec les Léopards en 2009 en Côte d'Ivoire. De 2010 à 2011, Trésor va baisser pavillon à la suite d'un acte violent envers l'arbitre du match TP Mazembe APR lors d'un tournoi disputé au Rwanda. Émerveillé par son talent, plusieurs équipes du vieux continent, à l'instar de Marseille et Arsenal, souhaitaient les faire signer. Malheureusement, Trésor ne posera pas ses valises en Europe comme ce fut le souhait de plusieurs fans. À la grande surprise de ces derniers, Trésor Mputu va plutôt rejoindre Kabouskor en 2014. Malheureusement, les choses ne vont pas marcher au pays des Palancas Negrash et Trésor Mputu décidera de rentrer à Mazembe où il avait quasiment perdu sa place. Depuis son retour d'Angola, Trésor Mputu cheminait petit à petit au crépuscule de sa carrière avant de passer des moments difficiles quelques années après où plusieurs fois il sera écarté du groupe pour indiscipline. Dans son escarcelle, Touré Agaga détient le record du meilleur buteur de l'histoire des compétitions interclubs de la CAF avec 41 buts, 2 Ligues des Champions, une Coupe de la Confédération, 2 Supercoupes, 7 trophées de la Ligue nationale de football et meilleur joueur des CHAN en 2009. Pour avoir rendu des loyaux services au club noir et blanc de Lubumbashi, Trésor Mputu va endosser les costumes des recruteurs, une tâche qui lui permettra de servir autrement Mazembe. En culture à présent, l'Assemblée générale ordinaire, je le disais, de la SOCODA s'est tenue jeudi au Musée national sous la présidence du directeur de cabinet du ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. La fumée blanche a donné pour président du conseil d'administration Blaise Boula en remplacement de Jossar Nyoka Longo. Et toujours en culture, Grand Calais reste immortel dans la mémoire collective des Congolais après sa mort le 11 février 1983. Que retenir alors de son apport et de sa musique? Nous avons questionné quelques grands mécènes de la musique congolaise, notamment Jean-Marie Kassomba. Selon le directeur général de l'espace 50, Jeff Calais, est celui qui avait entre autres instauré le système d'orchestre de la musique congolaise, la modernisation de ce genre musical et tant d'autres. Rappelons que Kabasele Tchamala Joseph Athanas dit Grand Calais est né à Matadi dans la province du Congo central le 16 décembre 1930 et mort le 11 février 1983 comme je l'ai dit tout à l'heure. Place au rappel des titres à présent.
Au moins 30 000 personnes vivent dans des conditions difficiles à Mweso. Ces déplacés ont quitté Kichanga en proie à la violence du mouvement rebelle M23 soutenu par le Rwanda. Au total, c'est près d'un demi-million de personnes qui ont fui la guerre depuis l'agression du pays par le Rwanda. Et après Indaba Mining en Afrique du Sud, Félix Tshisekedi a rencontré ce vendredi le président comorien Azali Assoumani à Moroni. Au menu des échanges, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et l'agression du pays par le Rwanda. Et le sport, coup dur pour le football congolais. Les stades des Martyrs de Kinshasa et Kibasa de Lubumbashi n'ont pas été homologués par la CAF. Selon la Confédération africaine de football, les installations sanitaires, les zones de compétition, celles des médias et les installations médicales, entre autres, doivent être modernisées. Et en culture, la RDC célèbre ce week-end les 40 ans de la disparition de Joseph Athanase Kabasele Chamala, dit Grand Calais. Un grand hommage lui sera rendu demain samedi par le gouvernement national. Et en culture toujours, la Sokoda a un nouveau PCA en la personne de l'homme de la Saint-Valentin et membre fondateur du groupe musical Wenge BCBG, Blaise Boula. Après le rappel des titres, restez avec moi pour la revue de presse. Et la revue de presse de ce début de week-end, c'est avec Grace Salambo, comme tous les vendredis. Bonjour et bienvenue à vous, Grace en rouge. Merci. À la une, les journaux parus ce vendredi à Kinshasa reviennent sur l'inactivité de la force régionale de l'EAC. Tout à fait, Gaëtan, et EcoNews affirme que le président de la République, Félix Tshisekedi, sait désormais que rien des bons ne sortira du processus de Nairobi engagé sous l'égide de l'EAC. Les conclusions ternes du dernier sommet de Bujumbura l'ont finalement convaincu d'explorer une autre solution pour sortir du bourbier où la force régionale de l'EAC se montre complaisante vis-à-vis des terroristes du M23. C'est donc sans surprise, commente EcoNews, que juste après le sommet de Bujumbura, Félix Tshisekedi est allé en l'espace de 48 heures à la rencontre de Denis Sassou Nguesso, Joao Lorenzo et enfin à Cape Town avec Cyril Ramaphosa, profitant de la tenue de Mining Indaba. D'un journal à un autre, Congo Nouveau s'interroge. Qu'a finalement obtenu le chef de l'État, Félix Tshisekedi, au sommet de l'EAC? Pourquoi les combats continuent sur terrain alors que les rebelles étaient censés quitter les zones qu'ils occupent? Pourquoi les troupes envoyées par l'EAC, notamment les militaires kenyans, ne vont pas au front alors qu'ils ont un mandat offensif? Jusque-là, personne ne comprend pourquoi il n'y a pas de réponse à toutes ces questions. Par ailleurs, le journal note qu'à l'Assemblée nationale menace de demander au chef de l'État des décisions imposantes si, dans un délai raisonnable, la force de l'EAC n'arrive pas à nous soutenir contre l'agresseur. Et pour Africa News, les problèmes qui plombent l'action de l'EAC à l'est de la RDC sont entre autres le paysage régional qui s'ébrouille, les tensions qui couvrent entre plusieurs pays membres et les menaces terroristes. Et de son côté, la prospérité, quant à elle, note que de Goma à Kwamouth, le gouvernement de la RDC est à l'œuvre pour imposer la paix. Et deuxième et dernier sujet, en dehors de nos frontières, le Burkina Faso, Mali, Guinée appellent à la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'Union africaine. Oui, Gaëtan, du site RFI en ligne, nous apprenons que les trois pays appellent à la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'Union africaine. Ils demandent aux deux organisations un appui technique, financier, concret et conséquent pour soutenir les efforts de sécurisation et accompagner le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Les ministères des Affaires étrangères du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso ont tenu une rencontre à Ouagadougou. La rencontre s'est soldée par une déclaration dans laquelle les trois pays en transition décident
de mutualiser leurs efforts et les sujets comme la réussite des processus de transition pour un retour à l'ordre constitutionnel, la promotion de la bonne gouvernance et la mutualisation des moyens pour relever les défis sécuritaires, économiques et humanitaires ont fait l'objet des échanges. Merci beaucoup, Grâce Salambo. En anticipation, bonne Saint-Valentin. C'est pas ici que se referme ce journal. Merci à vous également de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie, madame, messieurs. L'actualité reste incontinue.